I entirely beg you, people and government of the DPR Korea. La population occidentale est peu informée sur l'Asie et son mode de vie. En conséquence, notre compréhension de la République populaire démocratique de Corée ou de la Corée du Nord reste étonnamment limitée. Unique en son genre, ce pays d'Asie de l'Est a toujours cultivé l'isolement de ses citoyens, notamment depuis l'armistice de la guerre de Corée en 1953. Dirigée par des leaders mégalomanes et paranoïaques, la Corée du Nord fonctionne dans un isolement si strict que ses rouages internes restent entourés de mystères. Seuls les témoignages d'espions et de délateurs offrent des aperçus de sa réalité. Notre connaissance du pays est entièrement filtrée par les informations contrôlées par son régime. Voici une compilation des 15 choses les plus étranges que l'on ne trouve qu'en Corée du Nord. Numéro 1. Appel interdit. En ce qui concerne les télécommunications en Corée du Nord, passer des appels téléphoniques internationaux est strictement interdit. Le gouvernement exerce un contrôle serré sur l'utilisation de la technologie, en particulier en ce qui concerne les pays qu'il considère comme ennemis. Bien que la Corée du Nord dispose d'un service de téléphonie mobile populaire avec plus de 3 millions d'abonnés, il n'autorise que les appels locaux et interdit les appels internationaux. Si des Nord-Coréens ordinaires sont pris en train d'utiliser des téléphones portables pour contacter des proches ayant fui à l'étranger, ils risquent d'être envoyés dans des camps de prisonniers politiques ou d'autres centres de détention. Malgré les risques encourus, de nombreuses personnes profitent de l'économie privée informelle florissante de la Corée du Nord. Les commerçants font passer en contrebande divers produits, en particulier de la Chine voisine, y compris des téléphones portables et des cartes SIM. Ces appareils, souvent appelés téléphones portables chinois, permettent aux Nord-Coréens près de la frontière d'accéder au réseau mobile chinois et de communiquer avec des personnes à l'extérieur du pays. Pour éviter d'être détectés lors d'appels à l'étranger, les gens gardent leurs conversations courtes, utilisent des pseudonymes et se rendent souvent dans des zones montagneuses éloignées. Cela réduit les chances que les appels soient brouillés ou que des agents de sécurité repèrent des individus utilisant les téléphones. De nombreux rapports ont confirmé que le gouvernement nord-coréen considère son contrôle sur la communication comme un outil puissant pour réprimer les voix de son peuple. En restreignant les appels internationaux et la technologie de communication, il tente d'obscurcir les informations sur l'étendue des violations des droits de l'homme dans le pays. Numéro 2. Les vêtements interdits. La Corée du Nord, un pays connu pour ses nombreuses restrictions, réglemente étroitement presque tous les aspects de la vie de ses citoyens, y compris leur choix de vêtements. En fait, les jeans bleus y sont interdits. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi le pays irait jusqu'à interdire les jeans bleus. Eh bien, tout cela se résume à la perception qu'en a Kim Jong-un comme un symbole de l'influence américaine. Il voit les jeans bleus comme une menace pour le mode de vie nord-coréen et a décidé de les rendre illégaux pour les citoyens. Le journal officiel du gouvernement nord-coréen, le Rodong Sinmun, a même publié un article exprimant son inquiétude face à l'adoption par les jeunes nord-coréens des tendances de la mode occidentale. Ils ont exhorté les gens à être prudents et à lutter contre tout signe d'un mode de vie capitaliste. Mais ce ne sont pas seulement les jeans bleus qui sont interdits. Les articles de vêtements occidentaux comme les t-shirts, les jupes et les costumes sont également interdits. Au lieu de cela, le gouvernement exige que les citoyens portent des vêtements traditionnels coréens comme le hanbok. Maintenant, voici où cela devient vraiment strict. Si quelqu'un est pris en train de porter des jeans bleus ou tout autre vêtement occidental à l'extérieur, il doit attendre sur le bord de la route jusqu'à ce que la patrouille de jeunesse termine une inspection approfondie de la zone pour identifier d'autres contrevenants. Une fois la patrouille terminée, tous les contrevenants sont transportés au bureau de la Ligue de jeunesse où ils doivent confesser par écrit leurs infractions à la mode. Ils ne seront autorisés à rentrer chez eux que si quelqu'un leur fournit des vêtements plus appropriés. C'est comme une véritable opération de police de la mode. Alors, la prochaine fois que vous ferez du tri dans votre garde-robe, rappelez-vous que ce qui peut être considéré comme une mode normale dans votre pays pourrait vous causer des ennuis dans une autre partie du monde. Numéro 3. Ondes restreintes. En ce qui concerne la télévision en Corée du Nord, oubliez les services de streaming comme Netflix ou HBO. Le pays a interdit la télévision par satellite, laissant ses citoyens avec seulement 4 chaînes d'État. Ces chaînes incluent la chaîne centrale de télévision, qui diffuse des nouvelles politiques importantes, la chaîne Mansudae, dédiée aux nouvelles des pays étrangers, la chaîne sportive, offrant une couverture de divers sports, et la chaîne Cable Line.
proposant des programmes en direct. Ces chaînes diffusent généralement de la journée jusqu'à la prime time. Il est à noter que jusqu'aux années 1990, il n'y avait qu'une seule chaîne en semaine et 2 le week-end en Corée du Nord. Regarder la télévision occidentale peut entraîner l'envoi de personnes dans des camps de travail. À la télévision et à la radio nord-coréenne, ainsi que dans la presse du pays, vous trouverez souvent des histoires qui se concentrent sur la vie des travailleurs contents, des soldats loyaux, la représentation des États-Unis comme des agresseurs impérialistes, la représentation des Sud-Coréens comme des marionnettes et la glorification des réalisations remarquables des anciens dirigeants nord-coréens Kim Il-sung et Kim Jong-il. Les reportages des médias nord-coréens suivent un schéma prévisible. Ils commencent généralement par louer Kim Jong-un et mettre en avant le respect montré aux leaders par les nations étrangères. À un moment donné, le récit passe à réprimander les États-Unis, directement ou indirectement. En plus de contrôler le contenu diffusé à la télévision et à la radio, les programmes nord-coréens promeuvent également une pratique alimentaire spécifique. Les citoyens sont exhortés à ne prendre que 2 repas par jour. Bien que le gouvernement nie que cette pratique soit due à des pénuries alimentaires, il affirme qu'elle vise à promouvoir une bonne santé et une bonne nutrition. Numéro 4, la K-pop. La K-pop, abréviation de Korean Popular Music, est un genre musical populaire originaire de Corée du Sud. En tant que partie importante de sa culture, elle a gagné une immense popularité mondiale ces derniers temps. Cependant, en contraste frappant, la K-pop n'est pas favorisée ou populaire en Corée du Nord. Depuis qu'il a pris le pouvoir il y a plus de 10 ans, Kim Jong-un a été critique envers le divertissement sud-coréen, y compris la K-pop, les films et les dramas télévisés, qu'il considère comme ayant une influence corruptrice sur l'esprit des Nord-Coréens. Pour décourager la consommation de K-pop, Kim Jong-un a intensifié les peines pour s'y adonner en Corée du Nord. Écouter de la K-pop est classé comme un crime, passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. De plus, une loi promulguée en décembre 2020 a fait du trafic de divertissement sud-coréen, y compris la K-pop, un crime capital en Corée du Nord. Des rapports troublants indiquent que la Corée du Nord a exécuté publiquement au moins 7 personnes au cours de la dernière décennie pour avoir distribué des vidéos de K-pop sud-coréennes. Ces exécutions, à l'exception d'une, se sont concentrées dans la ville de Yesan et ont eu lieu entre 2012 et 2014. Les citoyens ont été forcés d'assister à ces scènes macabres, où les officiels ont étiqueté les condamnés comme des maux sociaux avant de les exécuter. Numéro 5. Le village factice. En plus des nombreuses activités de propagande en Corée du Nord, il existe un village factice situé à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Après la guerre de Corée dans les années 1950, les deux parties ont convenu de créer une zone tampon appelée la zone démilitarisée, qui fait 4 km de large et s'étend sur 250 km. Dans le cadre de cet accord, tous les villages dans cette étroite bande de terre devaient être démantelés, à l'exception d'un village autorisé pour chaque pays. La Corée du Sud a choisi de préserver Daeseongdong, également connu sous le nom de village de la liberté, tandis que la Corée du Nord a décidé de construire un tout nouveau village appelé Kijongdong, communément appelé le village de la paix. Le régime nord-coréen de l'époque a affirmé que Kijongdong abritait diverses commodités, y compris des écoles, une maternelle, un centre de garde d'enfants, un hôpital et plus de 200 résidents. De loin, le village de Kijongdong pourrait sembler comme n'importe quel autre village ordinaire, avec des gens vacants à leurs occupations quotidiennes. Cependant, cette perception est loin de la réalité. Le soi-disant village de la paix n'est rien de plus qu'un outil de propagande conçu pour inciter les Sud-Coréens à faire défection vers le nord supposément prospère. En réalité, la ville est dépourvue d'habitants humains, avec seulement quelques gardiens occasionnellement vus en train de nettoyer les rues. Même les bâtiments résidentiels dispersés dans la ville sont suspectés d'être de simples façades dépourvues d'étages et de murs intérieurs. Bien qu'il n'ait aucun résident, le village est brillamment éclairé la nuit, comme s'il s'agissait d'un vrai lieu. Des observateurs de la Corée du Sud ont été témoins de ce village vide et ont confirmé que personne n'y réside réellement. Fait intéressant, le projet a eu des conséquences inattendues qui frôlaient le comique. Dans le passé, les haut-parleurs du village diffusaient de la propagande nord-coréenne, comme des chansons patriotiques et des messages contre d'autres pays. En réponse, la Corée du Sud a diffusé des chansons de K-pop à travers ses haut-parleurs comme moyen de riposte et pour rendre les choses plus amusantes.
Numéro 6. Coiffure contrôlée. Un aspect étroitement contrôlé par la Corée du Nord est les coiffures. Étonnamment, le pays maintient une liste stricte de coiffures approuvées par l'État pour les hommes et les femmes. Si quelqu'un est repéré avec une coiffure qui s'écarte des options approuvées, il peut s'attendre à être puni. Pour les hommes, les coiffures comme les pics ou l'utilisation de gel pour les cheveux sont interdites. De même, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des coupes en dégradé ou des coupes au carré. Les salons de coiffure en Corée du Nord affichent de manière proéminente des guides illustrés, montrant les seules coupes de cheveux jugées acceptables par les autorités. Sous Kim Jong-un, les femmes nord-coréennes, par exemple, ont une sélection de 15 coiffures approuvées parmi lesquelles choisir. Leurs options de coiffure sont même influencées par leur statut marital. Les femmes mariées sont censées garder leurs cheveux courts, tandis que les femmes célibataires sont autorisées à avoir des cheveux plus longs, souvent bouclés à l'extrémité. D'autre part, les hommes nord-coréens ont également 15 styles de coupe de cheveux approuvés parmi lesquels choisir. Les hommes sont strictement interdits de laisser pousser leurs cheveux plus de 5 cm, bien que les hommes plus âgés aient une légère tolérance jusqu'à 7 cm. Fait intéressant, Kim Jong-un a exclu sa propre coiffure de ces restrictions pour maintenir son caractère unique. Cependant, en 2015, des rapports ont émergé selon lesquels Kim Jong-un avait ordonné aux hommes d'imiter sa coiffure distinctive. Ceux qui violaient ces directives risquaient de se faire couper les cheveux de force par les autorités, en particulier dans les universités, qui auraient été averties d'être vigilantes contre toute coiffure associée au capitalisme. Les femmes étaient épargnées de l'obligation d'adopter la coupe très stylisée de Kim, mais on leur aurait conseillé d'imiter sa femme, Ri Sol-ju, en optant pour une coupe au carré. Numéro 7. Le basketball. Il est largement connu que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un possède une passion profonde pour le basketball, en particulier pour les Chicago Bulls des années 1990, et a une grande admiration pour les légendes du basketball Michael Jordan et Dennis Rodman. En Corée du Nord, le basketball est joué avec un ensemble de règles de score plutôt particuliers et non conventionnels. Ces changements de règles auraient été initiés par le père de Kim Jong-un, le défunt leader suprême nord-coréen Kim Jong-il, dont Kim Jong-un a hérité du titre en 2011. On pense que Kim Jong-un a également ajouté quelques-unes de ses propres modifications à ces règlements. Examinons de plus près les règles inhabituelles du basketball en Corée du Nord. Premièrement, les dunks valent 3 points impressionnants. Deuxièmement, les tirs à 3 points reçoivent 4 points si le ballon ne touche pas l'anneau. En outre, une déduction d'1 point est imposée pour chaque tir de lancer franc manqué. De plus, tout panier marqué dans les 3 dernières secondes d'un match est récompensé par 8 points étonnants. Enfin, les matchs peuvent se terminer par un match nul, contrairement aux règles traditionnelles du basketball. Bien que ces règles ajoutent certainement une dose d'excitation aux matchs de basketball typiques, aucune ligue réputée, y compris la NBA, n'adopterait jamais l'une de ces directives uniques. Numéro 8. Emprisonnement par association. En Corée du Nord, les gens sont fréquemment soumis à l'emprisonnement sans procès, souvent pour des infractions apparemment insignifiantes, comme écouter une station de radio étrangère, jeter un papier contenant une image de Kim Jong-il, ou faire une remarque occasionnelle perçue comme insultante envers le régime. Il n'est pas rare que des personnes soient arrêtées et incarcérées sans comprendre les raisons de leur détention. Une stratégie commune employée par le gouvernement nord-coréen pour maintenir le contrôle est d'intimider les contrevenants potentiels ou les individus qui pourraient s'engager dans des activités désapprouvées par le régime en menaçant de nuire à leur famille. La loi nord-coréenne englobe un concept connu sous le nom de « punition sur 3 générations ». Cela signifie que si quelqu'un commet un crime, ses enfants et petits-enfants porteront également le poids de la punition, souvent entraînant une peine d'emprisonnement à vie. Les enfants nés en prison sont élevés comme des prisonniers, car leur lignée est considérée comme intrinsèquement coupable. Des familles entières ont été emprisonnées pour des infractions mineures commises par un seul membre de la famille contre l'État. Des neveux et des cousins ont été victimes de discrimination et de licenciements en raison des actions de parents éloignés qu'ils ne connaissent peut-être même pas. Le tristement célèbre camp d'internement de Yodok, largement connu sous le nom de camp 14, est une destination commune pour bon nombre de ces prisonniers. L'objectif principal de ce camp d'internement est d'isoler les individus jugés politiquement peu fiables par le gouvernement nord-coréen et d'exploiter leur travail. Ceux qui sont envoyés au camp incluent des officiels perçus comme sous-performants, des individus critiques envers le régime, leurs enfants,
toute personne née dans le camp et toute personne soupçonnée de s'engager dans des activités jugées anti-gouvernementales. Les prisonniers sont forcés de travailler dans des mines de charbon ou des usines impliquées dans la production de textiles, de papier, de nourriture, de caoutchouc, de chaussures, de céramique et de ciment. Parmi les prisonniers, l'élevage de bétail est considéré comme une occupation préférée, car il offre des opportunités de voler de la nourriture pour animaux et de chercher des grains non digérés dans les excréments d'animaux. Numéro 9. La liberté religieuse. La liberté religieuse en Corée du Nord est parmi les plus oppressives au monde. Bien que la constitution nord-coréenne garantisse supposément la liberté de religion, la réalité est que cette liberté n'existe pas en pratique. En conséquence, la Corée du Nord est effectivement un État athée. Les chrétiens et autres croyants religieux en Corée du Nord font face à une persécution sévère, surpassant celle de toute autre minorité religieuse dans le monde. Le traitement des chrétiens, en particulier, est marqué par une brutalité extrême. S'engager dans la prière, le culte, se rassembler ou posséder des textes sacrés est puni de peines sévères, y compris la torture et l'emprisonnement. Bien qu'il y ait 3 églises protestantes, une église catholique et une église orthodoxe russe à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, elles fonctionnent simplement comme des façades contrôlées par l'État. La véritable nature de la religion en Corée du Nord est illustrée par la demande de Kim Jong-un d'une loyauté absolue envers lui-même de la part du peuple nord-coréen. La constitution nord-coréenne restreint délibérément la liberté religieuse pour empêcher toute idéologie religieuse de constituer une menace perçue pour le statu quo politique. Selon des recherches menées par des organisations non gouvernementales basées sur des témoignages de défecteurs, on estime que jusqu'à 70 000 chrétiens, ainsi que des croyants d'autres religions, ont été emprisonnés dans des camps de travail. Les défecteurs ont révélé que le gouvernement nord-coréen encourage activement les citoyens à signaler toute activité religieuse non autorisée ou la possession de matériel religieux, y compris des Bibles. De plus, les défecteurs ont divulgué que, en raison de la peur d'être étiquetés comme déloyaux envers le gouvernement nord-coréen et signalés aux autorités, les chrétiens dans le pays cachent souvent leurs pratiques religieuses à leurs membres de famille, voisins, collègues de travail et autres. Il y a eu plusieurs incidents documentés, y compris l'emprisonnement d'une famille entière en 2009, uniquement en raison de leurs pratiques religieuses et de la possession d'une Bible. La famille, y compris un enfant de 2 ans, a reçu des peines de prison à vie dans des camps de prisonniers. Les chrétiens qui ont réussi à s'échapper des camps de prisonniers nord-coréens ont raconté les conditions horribles qu'ils ont endurées, y compris une malnutrition extrême, la consommation forcée de nourriture contaminée, des abus verbaux et physiques, et même des exécutions. Numéro 10. La liberté de mouvement. La liberté de se déplacer est sévèrement restreinte par le gouvernement. Les gens ne sont pas autorisés à se déplacer entre les provinces ou à voyager à l'étranger sans obtenir une autorisation préalable, car il est considéré comme illégal de voyager à l'intérieur du pays même pour des visites familiales. Les individus doivent posséder les documents nécessaires. Une certification délivrée par le comité populaire de la province ou de la ville concernée est requise. Les opportunités de tourisme en Corée du Nord sont limitées à des endroits spécifiques comme le mont Paektu et le camp secret de Paektu, qui est prétendu être le lieu de naissance du 2e leader nord-coréen, Kim Jong-il. Des excursions sur le terrain sont organisées pour les travailleurs modèles, les étudiants, les ouvriers et les agriculteurs de tout le pays. Cependant, la peur de la punition politique oblige souvent les individus à participer, même s'ils n'ont pas forcément un fort désir de partir. Les activités des visiteurs étrangers en Corée du Nord sont également étroitement surveillées par le gouvernement, avec un examen minutieux des travailleurs humanitaires. Ils sont restreints d'accéder à certains lieux et régions que le gouvernement ne veut pas qu'ils visitent. De plus, selon la loi nord-coréenne, quitter le pays sans permission est considéré comme un crime de trahison envers la nation, passible de la peine de mort. Malgré les risques encourus, certains individus tentent courageusement de s'échapper de Corée du Nord. Cependant, s'ils sont pris, ils font face à des punitions sévères, y compris des coups brutaux, des travaux forcés, de la torture et de l'internement dans des camps de prisonniers politiques. Les gardes frontières ont des ordres stricts de tirer sur quiconque entre ou sort sans permission. Il y a eu des rapports de gardes frontières tirant sur des Nord-Coréens tentant de quitter le pays, entraînant certains décès. Numéro 11. Le prix de l'irrespect. Sous le règne de Kim Jong-un,
tous les Nord-Coréens doivent promettre loyauté et obéissance à lui, à sa famille et à l'État. Toute action ou déclaration qui pourrait être perçue comme une insulte envers la famille de Kim ou le gouvernement nord-coréen est considérée comme un blasphème et punie sévèrement. Cela s'applique non seulement aux citoyens nord-coréens, mais aussi aux immigrants et aux touristes. S'engager dans quoi que ce soit considéré comme une menace ou une insulte peut entraîner l'emprisonnement ou même l'exécution. En janvier 2020, il a été rapporté qu'une mère risquait l'emprisonnement pour avoir priorisé le sauvetage de ses enfants plutôt que de sauver un portrait de l'ancien président Kim Il-sung lors d'un incendie. Vous voyez, la Corée du Nord exige que chaque maison affiche de manière proéminente des peintures de ses anciens leaders, Kim Il-sung et Kim Jong-il, et envoie des inspecteurs pour s'assurer de la conformité. Il est requis que toutes les représentations de la famille Kim soient traitées avec le même respect que les leaders eux-mêmes, faisant de la négligence ou du mauvais entretien des portraits une infraction grave. Ne pas essuyer la poussière des portraits est suffisant pour être considéré comme coupable. Donc, chaque famille est fournie avec un plumeau spécial. Les actes irrespectueux en Corée du Nord vont au-delà de ces circonstances. Même des actes apparemment mineurs, comme s'endormir pendant une réunion pendant que Kim parle, peuvent entraîner une peine capitale. Par exemple, en 2015, le ministre de la Défense nord-coréen Hyun Yong-chol a été exécuté devant plus d'une centaine de personnes à l'aide d'un canon anti-aérien pour ne pas avoir exécuté des instructions et pour s'être endormi lors d'un événement de Kim Jong-un. En 2016, la Corée du Nord a même interdit les remarques sarcastiques sur Kim Jong-un ou le régime totalitaire dans les conversations quotidiennes. Les critiques indirectes du gouvernement étaient strictement interdites, car elles étaient considérées comme un signe d'irrespect. Les officiels du parti ont tenu de nombreuses réunions de masse à travers le pays pour avertir les citoyens que faire des déclarations ironiques comme « c'est la faute de l'Amérique » serait illégal et inacceptable. De telles répliques étaient devenues populaires parmi les citoyens comme moyen de se moquer des officiels qui blâmaient systématiquement les échecs de la Corée du Nord sur l'Occident. Les conséquences de la désobéissance peuvent entraîner le retrait forcé des individus et de leurs familles de la société et leur envoi dans des camps de prisonniers politiques. Numéro 12. La lutte énergétique. Les pénuries d'énergie sont courantes en Corée du Nord, entraînant des coupures de courant fréquentes dans la plupart des régions. Cette image satellite prise par la NASA en 2014 illustre vivement le manque d'électricité dans le pays. L'approvisionnement en électricité de la Corée du Nord est insuffisant pour maintenir un éclairage continu pendant la nuit. Au milieu des années 1990, l'approvisionnement énergétique du pays a été entièrement coupé par l'Union soviétique. Alors que les pays voisins comme la Corée du Sud et la Chine brillent vivement la nuit, la Corée du Nord a du mal à suivre leur niveau d'éclairage. Cela a eu un impact négatif sur le pays, créant une impression de moindre développement par rapport à ses voisins. En Corée du Sud, la personne moyenne consomme 10 162 kWh d'électricité par an, tandis que les Nord-Coréens n'en utilisent que 739. En conséquence, des lampadaires entiers subissent des coupures, et les gens se couchent tôt en raison du manque d'activité dans l'obscurité. En 2019, on estimait que 55% des foyers nord-coréens dépendaient de panneaux solaires pour leurs besoins énergétiques. Malgré la pénurie d'énergie, la ville de Sinwiju, située de l'autre côté de la frontière avec la Chine, ne reçoit que 4 heures d'électricité par jour. Cependant, les résidents des zones visibles depuis la Chine sont tenus de garder leurs lumières allumées la nuit. Les autorités leur ont même demandé de générer leur propre électricité pour répondre à cette exigence. Cela est dû au fait que le gouvernement nord-coréen est préoccupé par la perception du pays par le monde extérieur et a historiquement fait des efforts pour présenter les parties du pays visibles, depuis la Corée du Sud et la Chine, comme plus prospères qu'elles ne le sont réellement. Numéro 13. La réduction au silence. Des millions de Nord-Coréens ont d'immenses difficultés à accéder à Internet. Bien que l'accès à Internet existe en Corée du Nord, il est strictement contrôlé et limité à ceux qui ont une autorisation spéciale. Le pays possède certaines infrastructures de large bande, y compris des liaisons en fibre optique entre les principales institutions. Cependant, la plupart des individus et des institutions dépendent d'un réseau domestique appelé Kwangmyong, avec un accès à l'Internet mondial restreint à quelques-uns. L'accès à Internet reste étroitement régulé, avec des estimations suggérant que le nombre total d'utilisateurs d'Internet en Corée du Nord n'est que de quelques milliers.
On pense que les hauts fonctionnaires, les membres d'organisations non gouvernementales et les ambassadeurs du gouvernement ont un accès illimité à l'Internet mondial. Les non-élites qui ont besoin d'un accès à Internet pour le travail ou des questions importantes doivent subir un processus d'approbation rigoureux qui prendrait apparemment plusieurs jours. Une fois approuvés, les individus sont soumis à une surveillance continue. Un bibliothécaire est assigné pour surveiller 2 utilisateurs d'Internet simultanément, gardant un œil attentif sur leurs activités en ligne toutes les 5 minutes. L'écran se fige automatiquement et le bibliothécaire doit effectuer une authentification par empreinte digitale pour permettre une utilisation ultérieure d'Internet. De plus, les utilisateurs approuvés sont limités à 1 heure d'accès à Internet. Et toute prolongation nécessite une autre série d'approbations. Un accès limité à Internet est autorisé dans les institutions académiques nord-coréennes. Par exemple, les professeurs et les étudiants diplômés de l'Université des sciences et technologies de Pyongyang peuvent accéder à Internet via un laboratoire informatique surveillé. Ces individus sont principalement chargés de récupérer des informations scientifiques et techniques qui peuvent être publiées sur l'intranet national. En avril 2016, la Corée du Nord a initié un blocage des plateformes de médias sociaux populaires comme Facebook, YouTube, Twitter et des sites web sud-coréens. Cette action a été prise en raison des préoccupations du gouvernement concernant la diffusion d'informations en ligne. La photo du jour. Sur cette image, on peut voir 2 femmes utilisant des urinoirs pour hommes. Serait-ce une nouvelle directive imposée par Kim Jong-un ? Les femmes en Corée du Nord seraient-elles désormais forcées à partager les toilettes des hommes ? Les questions se posent et les spéculations vont bon train. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un simple manque d'infrastructure, une expérimentation sociale ou une absurdité de plus ? Partagez vos avis en commentaire. Numéro 14. L'emploi sous contrôle. Sur le papier, le taux d'emploi en Corée du Nord est rapporté à 100%, car la loi stipule que chaque citoyen a le droit et le devoir de travailler. Selon la Constitution, les individus sont censés choisir des professions en fonction de leurs préférences et compétences, et on leur promet des emplois stables et des conditions de travail. Cependant, la réalité est tout autre. Le processus de recherche d'emploi en Corée du Nord n'est pas comme dans la plupart des autres pays. En Corée du Nord, les individus n'ont pas la liberté de choisir leur emploi. Au lieu de cela, les emplois sont assignés par l'État. Dans ce système, l'occupation désirée a peu d'influence sur l'emploi réel qui est assigné. Par exemple, les diplômés du lycée doivent remplir un document fourni par le département, qui est ensuite évalué par leurs écoles. Les écoles renvoient le document au département, qui examine les diplômés et leur assigne un travail dans des entreprises de leur région respective. Donc, si quelqu'un a obtenu son diplôme d'un lycée agricole, il sera envoyé travailler dans une ferme. S'il a obtenu son diplôme d'un lycée technique, il sera assigné à une usine. Les diplômés des lycées généraux pourraient être envoyés n'importe où. Les diplômés universitaires, d'autre part, peuvent voir leur spécialité prise en compte lors du processus d'assignation d'emploi. Ils ont souvent un entretien avec un officiel du parti, mais dans de nombreux cas, ils n'ont pas la liberté de choisir où ils veulent travailler. En substance, le parti et les agences administratives en Corée du Nord déterminent les professions des citoyens en fonction de leur caste sociale et de leurs inclinations politiques, plutôt que de leur capacité ou qualification. Une fois qu'un emploi est assigné, il est difficile pour les gens de changer librement de poste. En fait, la plupart des Nord-Coréens conservent leur emploi jusqu'à leur retraite, car la mobilité professionnelle est limitée sous ce système.